Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Effectivement, il y a Claude qui dit la CAQ, le gouvernement du Québec devrait aider les agriculteurs pour des serres, pour de la culture en serre, au lieu de gaspiller notre argent dans les filières de batterie. C'est un choix, ça, Claude. Mais tout à fait, vous avez raison. Et j'en profite pour vous redonner notre texto 187 Cube Radio 1877-827-2346. Il y a un autre texto qui vient de rentrer. Il n'y a pas si longtemps, nous dit un auditeur, nos champs de moutarde des prairies canadiennes étaient exportés à l'extérieur du Canada pour nous revenir sur nos tablettes transformées. C'est ridicule, dit cet auditeur. Ben oui, vous savez qu'on est un grand producteur de moutarde. Savez-vous comment on l'a appris? C'est qu'on, depuis la guerre en Ukraine, dont on parle malheureusement un peu moins ces temps-ci, alors qu'elle sévit toujours, on s'est rendu compte que l'Ukraine était un grand producteur de moutarde et on a dit, comme le Canada. Et là, soudainement, on fait que, ah oui. Et là, c'est comme si on était un peu ignorant de ça. Alors, c'est l'occasion avec mon prochain invité, qui est économiste principal pour la Corporation des associations de détaillants automobiles, consultant en relations gouvernementales, spécialiste d'économie politique. Alors, voyez-vous, là, ça ratisse large, on a la bonne personne. Charles Bernard va nous aider à mieux comprendre un peu ce qui se passe. Parce que je pense, Charles, que... Bon, merci d'être là. Il y a bien des gens qui ont entendu parler de 25 % de tarifs qui se sont dit décaissés. C'est quoi ça? De quelle façon ça va me toucher, moi? Et souvent, on peut conclure que ça ne nous touchera pas forcément personnellement parce que même quand on parle de PIB, souvent, le produit intérieur brut, on n'a pas une conscience vraiment de ce que ça veut dire vraiment pour nous. On parle du taux de change, le fait que le dollar canadien baisse. Il y a bien des notions là-dedans avec lesquelles on ne se lève pas tous les matins. Là. Le citoyen moyen qui va travailler, il se dit pas « moi, checker le PIB ce matin, puis le taux de change. » Moi, je check le taux de change, mais ça, c'est particulier. C'est une maladie mentale dans mon cas. Mais c'est l'occasion, donc, de contextualiser un petit peu ce qui se passe. Exact. Je me disais qu'on a 30 jours pour respirer, essentiellement. Et je pensais... Pas tant quand même. Non, là, exact. Et je pensais à quelqu'un comme ma mère qui se fait garrocher des concepts un peu plus techniques et que ça l'affecte directement. Donc, je me dis, ce serait important de prendre un peu de temps d'en discuter, d'essayer de conceptualiser des idées qui sont importantes, mais qui sont des fois techniques, que ce soit des tarifs. Puis, donc, j'aimerais, si tu me permets, j'aimerais ça expliquer la dynamique économique avant Trump et qui va vous expliquer, qui va au moins contextualiser aux gens pourquoi des tarifs, c'est problématique. Puis après, je vais expliquer c'est quoi des tarifs. Okay. Et je vais essayer d'expliquer même l'ancrage historique de pourquoi le président semble aimer cette idée-là. Donc, j'aimerais ça que les gens à la maison pensent à une toile d'araignée. Ouais. Une toile d'araignée comme avec ses multiples fils là, qui se déploient sur le territoire nord-américain. Donc le Mexique, les États-Unis. Et cette toile, elle s'est faite là, dans les 40 dernières années environ. Et sur cette toile-là, chaque petit fil, il y a des biens, soit des biens terminés, là, des biens complets, un véhicule ou un panier, ou il y a des biens qui servent à la construction donc des ressources, de l'énergie, qui se promènent sur ces fils-là. Et ce réseau de textiles, pas de textiles, mais de fils, pourquoi il s'est développé aussi large? C'est qu'on s'est basé sur l'idée de quand il n'y a pas de charge à traverser des frontières, ben, il y a peut-être un bien que Isabelle est extrêmement bonne à faire, le tissage pour le panier, mais moi, le finish, là, et mettre le lustre à la fin, il n'y a personne qui le fait mieux que moi aux États-Unis. Mm-hmm. Mais ça me coûte rien, moi, de l'envoyer à Isabelle, de le faire. Puis, aussi, là, mon marché de distribution, les gens qui veulent ces paniers-là, là, c'est les gens qui vont au marché à Oaxaca, au Mexique. Donc, je les envoie au Mexique. Mm-hmm. Mais ça me coûte rien de me promener sur ces fils-là. Donc, ce réseau-là s'est développé à travers les années. Et on appelle ça un réseau qui est hautement intégré. C'est de l'intégration économique et qui a été protégé, qui a été consolidé. On a mis quelques règles à travers les accords de libre-échange. Ben oui. Mais qu'on a beaucoup dit dernièrement que c'était gagnant-gagnant, d'ailleurs, pour tout le monde. Tout le monde a bénéficié de ça. Là. Exactement. Et c'est cette idée-là qu'on a misé sur nos avantages comparatifs comme pays. Il y a des pays comme au Mexique où, par exemple, bâtir des usines, c'est moins coûteux. Le coût de la main-d'œuvre pour certains secteurs est moins important. Au Canada, par exemple, si on prend l'automobile, on a des spécialistes dans l'assemblage en Ontario. Donc, comme économie nord-américaine, on s'est basé sur le fondement que on n'allait pas payer pour faire passer des biens ou des ressources à travers les frontières. En mettant des tarifs... On a comme un peu gommé les frontières, finalement. Exactement. Donc, le tarif, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient mettre du côté américain, là, potentiellement du côté canadien, comme on a entendu hier. Ces tarifs-là viennent
un peu enlever l'incitatif, pour les entrepreneurs, les entreprises, de dire, ben là, tout d'un coup, oui, Isabelle était très bonne pour faire le panier dans le Nord, mais là, à 25%, peut-être que je suis mieux de me localiser ici puis de le faire ici. Ça, c'est la prémisse de Trump. Ouais. Plusieurs instances dans le temps qui montrent que ça se fait pas à court terme, mais que ça se fait pas comme il pense. Mais c'est là-dedans, c'est dans cette idée-là qu'il s'ancre en disant que en mettant des tarifs, ça va désincitiviser ça va enlever l'incitatif, encore une fois, d'aller ailleurs puis de ramener les entreprises ici. Il l'a dit en 2018, il l'a dit avec la Chine. Il y a des études américaines qui ont prouvé que l'emploi n'a pas augmenté, n'a pas descendu aux États-Unis, que les tarifs chinois qui avaient été maintenus par Biden. Donc, ce qui prouve que notre réseau intégré, il y avait une fonctionnalité et il permettait aux entreprises d'être extrêmement compétitives parce qu'il était capable d'identifier exactement dans le territoire nord-américain où on pouvait spécialiser, où on pouvait faire des économies d'échelle et aussi là, de perfectionner des produits. Donc ça, c'était le contexte dans lequel on vivait depuis des années, qui fonctionnait bien, qui, oui, pour certains produits, faisait que les Canadiens envoyaient beaucoup de produits aux États-Unis, que les États-Unis n'envoyaient moins. Ça, c'est encore là l'argument de Trump. Par exemple, si on regarde les chiffres... Ce qu'il appelle la balance commerciale. Exactement. Si on regarde les vrais chiffres, c'est que si on enlève l'énergie de l'équilibre, c'est-à-dire que le Canada envoie beaucoup d'énergie aux États-Unis, que ce soit de l'électricité ou du pétrole non raffiné en Alberta, si on enlève ça, le Canada est un importateur net. C'est-à-dire qu'on prend plus de biens manufacturés parce que, encore une fois, dans cette toile d'araignée-là, le Canada et le Mexique ont un rôle important, mais le rôle central demeure aux États-Unis. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de biens manufacturés qui se terminent aux Canadiens, aux États-Unis, finalement, et qui se font exporter soit ailleurs dans le monde, au Canada ou au Mexique. Donc, il y a des prémices non fondées, mais d'un point de vue politique. Donc, ça, quand je parle d'économie politique et de cette toile-là d'araignée, c'est des fondements en économie, c'est des fondements en politique publique, mais d'un point de vue politique, d'avoir des votes, l'approche de Trump a beaucoup fonctionné et très positive dans le sens que les tarifs qui avaient été mis sur la Chine en 2010 avaient été bien reçus. Donc, il y a des instincts politiques. Ce monsieur-là, il sait qu'il met les doigts sur les bons boutons. Il les a gardés, d'ailleurs, 10%. Il les a gardés, exactement. Ouais. Donc, ça, je voulais l'expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Mais je comprends pas pourquoi un tarif m'affecterait. » Mais c'est qu'il y a des entreprises par exemple, qui sont installés actuellement au Canada. Et la seule raison pourquoi ils ont un chapitre au Canada ou au Québec, c'est parce que dans cette toile d'araignée-là, c'était possible d'avoir un peu des bureaux partout. Mais si on enlève l'incitatif et qu'on met des coûts sur les mouvements des biens, des ressources et des services, bien là, il n'y a pas des retraits d'emploi. Là, si on a des retraits d'emploi, on peut rentrer dans un cycle économique qui est plus négatif et qui est plus difficile. Tu sais, j'écoutais, je le disais tout à l'heure aux auditeurs, puis ça, c'est un chiffre, quand je l'ai entendu hier dire ça, Stéphane Marion, là, l'économiste en chef de la Banque nationale, qui dit tarif ou pas tarif, ça va créer un repli de 5 à 10% sur l'économie canadienne, donc québécoise aussi. Là. On est dans le même pays. Là, tu te dis, tarif ou pas tarif, ça veut dire juste le bruit ambiant des tarifs crée un repli de l'économie. Et il y a d'ailleurs des entreprises encore ce matin qui le disaient, qui le confirment, ça a un impact sur nous. Tout le monde est obligé maintenant de considérer que c'est la nouvelle façon, c'est la nouvelle donne. Exact. Trump, il nous met en danger. On va être comme ça sur la ligne pendant probablement 4 ans. Quelle est l'attitude et la posture à avoir maintenant? Exact. Mais c'est ça. Pour le premier point, ça, c'est fondamental parce que je pense que ce que M. Marion réfère un peu naturellement, c'est aussi que à cause qu'on a un marché intégré, les investissements se font d'être au pays. Oui. Donc, je ne sais pas exactement la prédiction du PIB, du recul de l'économie à base sur quoi, mais je ne serais pas surpris que c'est sur un recul des investissements. Complètement. Parce que là, les entrepreneurs se disent, OK, moi, j'avais un plan d'aller au Canada pour telle raison, mais là, à 25%, à chaque fois que j'ai une pièce qui traverse, ça ne vaut pas le coup. Mais tu sais, prenons, en terminant, Charles, toi, tu es dans l'industrie automobile beaucoup. Ouais. On s'est fait expliquer que l'aluminium, il y avait des pièces par contrat intégrées, déjà prédéterminées. Exact. 35% de notre aluminium s'en va aux États-Unis. Puis si Ford ne le prend pas ou GM ne le prend pas, je veux dire, c'est plus bon. Là. C'est fait pour ces entreprises-là. Et j'avais Jean Simard qui expliquait que le reste, 65%, quand même les 2/3 de notre production d'alu, peut être envoyé ailleurs. C'est les espèces de grands ballots d'alu. Mais développer ces marchés-là, qui me disait quand même, se faisant rassurant hier, on les a développés. On a quand même pas dormi au gaz non plus. On développe certains marchés, mais c'est long. Là. Alors, si on voulait virer ça complètement, dire, nous, les États-Unis, regarde,
on veut plus les avoir comme clients, ça serait pas réaliste non plus. Là. Non, exactement. Puis je pense que c'est pour ça que le 30 jours qu'on va avoir... Il y a des constantes avec Trump aussi, là, dans le sens que je pense que le 30 jours qui va peut-être nous permettre de retourner aux tables de négociation, ça va être important. Parce que les constantes avec Trump, et je pense que le premier ministre Trudeau l'a bien fait, c'est qu'il veut tout le temps avoir l'air d'avoir gagné. Ouais. Ça, c'est une constante. Donc je pense que ça, c'est de maintenir de se maintenir dans une position, je sais pas, de déférence, un peu de même si on a évité le pire pour nous, ben, de lui donner l'impression qu'on a gagné. Donc je pense que cette approche-là va être importante à maintenir. Puis à l'inverse, il va y avoir des décisions tant au Québec, au Canada, qui vont être difficiles, c'est-à-dire on a des priorités environnementales, on a des régulations extrêmement contraignantes. Des fois, il va y avoir des choix difficiles à faire, c'est-à-dire que si on veut se diversifier, puis qu'on va expédier, je dis pas nécessairement de reculer en arrière, mais si on veut expédier... Ou de se faire passer un pipeline. Exact. C'est ça qui s'en vient, là. Mais il faut avoir une approche qui est... faut avoir des discussions difficiles, donc ça va demander de la transparence, ça va demander de l'honnêteté, ça va demander des chiffres. Ouais. Et ça, en politique, c'est pas toujours c'est un premium, donc on le retrouve pas nécessairement. Ouais. Mais ces décisions-là vont être difficiles, ils vont être nécessaires pour se diversifier rapidement, que ce soit pour devenir un marché d'export vers l'Europe ou de fortifier notre marché à l'interne. Charles Bernard, économiste principal pour la Corporation des associations de détaillants automobiles. Merci d'être venu nous rendre un petit peu plus intelligents sur ces notions-là. Merci, ça me fait plaisir.